Bonjour à tous mes chers Moonies et bienvenue dans le podcast Come on the Moon, le podcast d'entrepreneurs pour ceux qui souhaitent s'inspirer, s'informer, s'aligner au rythme de la Lune. Retrouvez chaque semaine un épisode différent puisque nous avons 5 types d'épisodes, les Moon Break, les Moon Talk, les Moon Cycle, les Moonpreneurs, les Moon Yoga. On fait le lien entre entrepreneuriat, bien-être, développement personnel, conseils pour infuser tout ce que vous voyez et tout ce que vous entendez, pour vous rassurer aussi, pour prendre confiance en vous, et puis les méditations pour justement concrétiser tout cela dans votre vie. Je vous remercie par avance pour votre écoute, pour vos retours aussi. N'hésitez pas à nous contacter sur les différents réseaux sociaux, par mail, et aussi à nous laisser des messages, des commentaires, des étoiles sur les plateformes dédiées si ces épisodes vous plaisent. Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes Moonies. Aujourd'hui c'est encore un épisode de rediffusion, mais un épisode un peu spécial aussi puisque c'est un live que j'avais fait début juillet également avec Fatih sur LinkedIn, mais qui était publié apparemment sur Facebook, sur Twitch et sur YouTube. J'ai repris l'audio pour en faire un épisode pour que vous puissiez écouter un petit peu notre conversation où je parlais de mon parcours, de pourquoi créer un univers média autour de sa marque pouvait fonctionner. Donc on parle de podcast, on parle de réseaux sociaux, on parle de comment développer une marque et puis surtout comment entreprendre en gardant son éthique, ses valeurs, son image, enfin voilà, ça, son authenticité, son naturel finalement. J'en parle déjà tout au long de ce webinaire, donc je vous souhaite une bonne écoute et puis n'hésitez pas à nous faire vos retours, pour nous dire si ça vous plaît. Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Créer la demande, l'émission qu'on fait chaque semaine tous les mardis. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Alexane, on va parler de comment créer un écosystème média et en quoi ça peut être pertinent pour vous, que vous soyez étudiant, que vous soyez salarié, que vous soyez freelance, que vous soyez entrepreneur, pourquoi c'est important pour vous de créer cet écosystème et quels sont les bénéfices que vous pouvez en tirer. Comment vas-tu, Alexane, aujourd'hui ? Hello, merci de me recevoir ici, je suis très contente. On a un petit peu brainstormé avant et j'adore ce sujet, donc j'ai hâte qu'on puisse en parler ensemble. Merci Fatih pour l'invitation. Avec plaisir. J'essaye de mettre un point d'honneur à ramener durant les lives des invités les plus hétérogènes possibles en termes de mindset, de visibilité, de sujets d'expertise. J'ai trop souvent entendu qu'on voyait tout le temps les mêmes personnes sur les lives marketing, sur les lives en général d'entrepreneuriat, etc. On voyait souvent les mêmes têtes. Et donc, Alexane, je suis content si aujourd'hui des personnes te découvrent. Bah merci, oui. Comme je t'ai dit, c'est mon premier live LinkedIn, YouTube et Twitch en même temps, donc Ouais. très très cool. Et puis bah on va voir ce que ça donne. Et, j'espère que je répondrai aux questions de ceux qui nous suivront en direct. Yes, trop cool. Je pense avant de commencer, est-ce que tu peux nous faire une rapide présentation de qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui ? Yes.
Donc du coup, je m'appelle Alexandre Renaud, j'ai 27 ans. J'entreprends depuis 2019 en tant que professeur de yoga à l'origine. Et puis, j'avais créé mon petit statut auto-entrepreneur. À l'époque, ça s'appelait déjà comme ça. Enfin, à l'époque, ça fait que 3 ans, donc c'est pas si vieux. Et du coup, à côté, j'avais un job en tant que salarié. Je venais de terminer mes études et donc du coup... Enfin non, j'ai terminé mes études en 2018 et du coup, en parallèle de mon premier CDI, j'ai commencé ma formation de yoga. Et en fait, c'est une pratique qui m'a beaucoup accompagnée aussi pour me lancer à mon compte après dans mes domaines de prédilection. Je suis spécialisée en communication digitale et donc du coup, l'année dernière, j'ai créé ma petite agence de communication, donc Come on the Moon, où j'accompagne les clients dans leur communication digitale, en lien aussi avec le podcast si elles souhaitent créer un podcast. On va en parler, je pense, parce que ça fait partie de l'écosystème média. Et donc du coup, j'ai envie en fait de promouvoir les valeurs du yoga, du bien-être, du développement personnel, de l'écologie, de la mobilité, de tout ce qui est éco-responsable dans les personnes et les entreprises que j'accompagne aujourd'hui. Et donc du coup, voilà, j'ai deux structures distinctes. Et puis au sein de Come on the Moon, je donne aussi des cours dans des écoles à des professionnels sur les thématiques de communication, etc. Ok. Voilà pour faire cool. Ok, trop cool. Juste avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire dans le chat, que vous soyez sur Twitch, sur Facebook ou sur LinkedIn. Et je vais vous envoyer aussi le lien du stream pour que vous puissiez nous rejoindre si vous avez besoin de vous exprimer de vive voix, si vous avez besoin d'échanger avec Alexandre ou avec moi-même. Vous pouvez le faire en nous rejoignant directement sur le live. Vous n'avez pas besoin de mettre votre caméra si jamais voilà, vous n'aviez pas prévu ou vous n'avez pas vous n'êtes pas dans les meilleures dispositions. Voilà, il n'y a pas d'obligation de mettre votre caméra si vous jumpez sur scène. Donc ça c'est par rapport à l'audience. Je le dis parce que à chaque fois je me fais embarquer dans le sujet et j'oublie de dire que ça c'est une possibilité alors que c'est très important pour moi. Maintenant qu'on a dit ça, n'hésitez pas aussi dans le chat à nous dire s'il y a des problèmes de connexion, si il y a un différentiel trop important entre le micro d'Alexandre ou le mien, ou voilà, s'il y a un problème d'image. C'est des choses qui sont arrivées dans des précédents lives, ça fait partie du jeu, des aléas du direct. Donc n'hésitez pas à le dire et dès qu'on verra vos commentaires, on fera en sorte de régler ça. Alright. Alexandre, du coup, t'as pris la porte de l'entrepreneuriat par l'activité du yoga, hein, si je comprends bien, c'est ça ? Yes. Comment t'en es venu à te dire, pour mon activité de yoga ou pour mon activité d'agence de communication, je vais avoir besoin de commencer à créer des briques médias pour attirer des clients ou pour voilà, améliorer ma notoriété, mon autorité, etc. Comment ça s'est passé ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai fini de me former en 2019. J'ai commencé à donner des cours en juin 2019 au yoga. Et en fait, on est parti en voyage en Mongolie dans les vacances d'août 2019. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, dans le monde, j'aime beaucoup voyager et en fait, il y a plein de cultures différentes. Et en Mongolie, notamment, les cultures sont très spécifiques. On avait choisi de faire un road trip où on vivait chez l'habitant. Et donc, du coup, on changeait de yourte. On vivait dans les yourtes pendant 3 semaines. Et au retour, on s'est dit, en fait, c'est plus possible. On ne peut plus habiter à Paris. Ça nous correspond plus. Donc, on a déménagé sur la région orléanaise pour être pas trop loin de Paris parce que, voilà, il y avait toujours le job à Paris et on faisait des allers-retours. Enfin, moi, en tout cas, j'avais du télétravail, mais je faisais des allers-retours à Paris. Et là est arrivé le confinement.
Et donc du coup, confinement arrive et on se dit: «Bon, très bien, on est chez nous, tant mieux, on vit pas à Paris le confinement» et voilà, c'est que finalement il y avait, toutes les étoiles se sont alignées et en fait, le confinement arrive et là, je découvre, le podcast, le média du podcast et je commence à en écouter, tous les jours, enfin, comme j'étais en télétravail, c'était beaucoup plus simple, de mettre, un podcast, de lancer un podcast pendant que je travaillais et cetera. Et en fait, j'adore ce média. Je me dis, mais c'est super parce qu'en fait, c'est pas comme une vidéo YouTube où je suis obligée de regarder. J'ai pas besoin de. Je peux prendre des notes à côté, je peux travailler à côté. Enfin, j'aime bien ce format. Je peux même aller me promener et mettre mes écouteurs dans ma voiture. Enfin, voilà, à tout moment de ma journée, je peux écouter un podcast et me former en même temps ou écouter une méditation en podcast. Enfin, voilà, tout type de format. Et du coup, j'ai envie de garder ce lien entre le yoga que j'avais à Paris avec mes élèves et avec les autres profs que j'avais à Paris et moi, mon activité de yoga que je développais au final à Orléans, mais qu'on devait développer en digital avec tout ce qui était confinement. Donc, on déménage, je décide de développer mon activité de yoga à Orléans et puis en final, confinement, donc en fait, activité de yoga en digital. Donc, on doit se renouveler. Et là, je me dis, en fait, j'ai envie d'avoir des témoignages d'autres profs de yoga au départ de ma formation, savoir comment elles ont grandi, comment elles se sont lancées, est-ce qu'elles se sont lancées entièrement dans le domaine du yoga, etc. Et je me dis, au lieu d'écrire ça sous forme d'interview, je vais faire des interviews en podcast, parce que le format du podcast s'y prête bien. Et donc, je lance mon premier podcast comme ça, en faisant des interviews de profs de yoga et en ouvrant de plus en plus à d'autres profs, d'autres formations, etc. Et ça prend bien parce qu'en fait, dans le monde du yoga, finalement, il y a pas mal de profs qui écoutent des podcasts aussi. Et donc, c'est comme ça que j'ai lancé mon premier podcast qui après a évolué pendant le confinement et en découvrant que c'était un média qui allait prendre de l'ampleur. Parce que là, on parle de début 2020 et donc ça venait de commencer il n'y a pas si longtemps que ça en France, voilà, le monde du podcast. Trop cool, trop cool, trop cool, trop cool. Moi, je sais pas où était mon cerveau pendant le confinement. Je sais pas où était mon cerveau, mais à ce moment-là, je me suis pas du tout dit je vais lancer un podcast. Et je dis ça parce que vous êtes un nombre incroyable à me dire ça. Vous êtes un nombre incroyable. En tout cas, t'es, je sais pas, la 8e, 9e, 10e personne qui me dit j'ai lancé ma chaîne YouTube ou j'ai lancé mon podcast, j'ai lancé mon... Et c'est quel que soit le format, hein, parce que j'ai eu l'exemple je trouve plus mes mots c'est pas la chaîne le compte Instagram, je vais y arriver, c'est lancement d'un compte Instagram, lancement d'une chaîne YouTube, lancement d'un podcast, et ils m'ont dit la même chose que toi, c'est-à-dire ok, on était en mode confinement, fallait que je revoie en gros comment je devais bosser, c'était un truc que j'avais en tête et je me suis dit let's go, je vais tenter ça. Et c'est incroyable la traction, parce que comme tout le monde était off, comme tout le monde était en ligne, et quand je dis off, c'est-à-dire pas en présentiel, pas en bureau, comme tout le monde était en télétravail, on était tous sur nos ordis et on était tous à travailler de façon plus libre, dirons-nous. Comme tu dis, tu écoutais un podcast. Je pense que d'autres, surfaient un petit peu sur les réseaux sociaux, regardaient un petit peu ce qui se disait. D'autres regardaient des chaînes YouTube, des vidéos YouTube, etc. Et ils m'ont tous partagé aussi ce point de dire, ça a vachement pris. Ça a pris très très vite au niveau du confinement. Comme quoi, dans des situations comme ça, il y a toujours, dans des bouleversements comme ça, il y a toujours des perdants et des gagnants. Et les gagnants étant ceux qui arrivent à rebondir, ceux qui arrivent à prendre avantage de la situation. Moi, personnellement, à ce moment-là, j'étais encore avec Achille et je la jouais pas du tout. Je me suis pas dit le podcast ou la chaîne YouTube. J'étais encore conditionné dans un marketing à l'ancienne à ce moment-là. Toi, j'imagine, tu t'es pas dit je suis en train de faire un marketing innovant, mais en fait, c'était très intuitif en fait ce que tu as fait. Tu t'es dit moi ça me plaît. Ouais. Moi, ça me plaît, le format, moi-même, j'en consomme. Pourquoi pas avoir le mien, quoi, en gros. Et c'est hyper
c'est hyper organique et smart. Maintenant, avec du recul, tu te dis yes, c'était un bon move marketing. Et c'est ce que je dis, à mon audience. Peut-être que vous m'avez déjà entendu le dire, mais interviewer ses prospects et ses clients, c'est hyper puissant. Ses prospects, parce que ils sont pas dans un aura ils sentent pas cette aura commerciale. Alors, on est vraiment dans un échange, dans une relation, on discute de façon informelle. Donc, commencer une relation de cette façon amène tellement plus de valeur qu'un cold emailing ou un cold call ou une publicité hyper pushy dès le premier contact. Donc, interviewer ses prospects, top, et interviewer ses clients, encore mieux aussi, parce que là, on crée de la rétention, on crée du lien aussi, ça fait preuve de témoignage, comme tu dis, de façon super naturelle, parce qu'ils vont exprimer un petit peu leur ressenti par rapport à la formation, etc., est-ce qu'ils ont vécu avec toi. Donc, très bon move, j'ai juste ça à dire jusque-là. Ouais, en fait, t'as tout dit dans le sens où c'était vraiment intuitif. C'était un format qui me plaisait. J'avais envie de donner la parole à d'autres personnes parce que j'ai toujours aimé ça et j'avais vraiment envie de partager. Et ça se couplait bien avec le quotidien, la distance, etc. Pouvoir interviewer les gens à distance, pouvoir faire comme une petite émission de radio mais qui est pas en direct, etc. Donc à l'origine, en fait, quand j'ai créé le podcast, c'était vraiment pas à des buts commerciaux. C'était vraiment par passion, allier ma passion du yoga, interviewer des personnes qui m'inspirent, que je connais ou que je connais moins, pour partager leur parcours et surtout mettre en avant le fait que, à l'origine, en tout cas, le yoga les a aidés dans leur développement personnel, dans leur quotidien, dans leur activité aujourd'hui. Il y a beaucoup de témoignages de profs qui disaient, j'ai rencontré le yoga à une période de ma vie où j'étais quasiment en train de faire un burn-out ou alors j'ai rencontré le yoga parce que ça m'a été recommandé par le corps médical quand j'étais en burn-out ou en dépression. Et donc, le yoga finalement m'a pas sauvé la vie, c'est un grand mot, mais m'a vraiment permis d'avancer, d'évoluer et reconversion à la clé, que ce soit à temps plein ou pas forcément avec un job à côté pour assurer une sécurité financière. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'était vraiment de mettre en avant ces parcours et voir comment le yoga avait pu les accompagner dans leur quotidien. Et après, j'ai voulu lancer un deuxième podcast, mais un peu plus tard, en lien avec juste le marketing. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas ça que les gens cherchaient forcément. Ils cherchaient vraiment de l'authenticité. Et donc, l'année dernière, quand j'ai lancé Common the Moon, je me suis dit, je vais coupler les deux et je vais faire un mix entre parcours, interview, etc., apporter de la valeur et des témoignages et des conseils pour entreprendre, pour faire du marketing, et puis du coup différents types d'épisodes avec à la fois des épisodes talk, des épisodes d'interview et des épisodes aussi méditatifs pour un petit peu infuser tout ça et surtout moi partager mon essence et ce qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire pas seulement le marketing, la communication au sens large, mais vraiment apporter, et c'est ça que j'ai envie d'expliquer quand je donne des formations sur le podcast ou sur d'autres médias, c'est apporter sa touche, son authenticité, son unicité et son approche au travers de ses contenus. Et si on partage pas son âme, son cœur, au final ça va se ressentir et on n'arrivera pas à aller au-delà et à peut-être vendre tel qu'on a envie et on n'attirera pas forcément les personnes qu'on a envie d'attirer. Alors que si justement on transmet ce qu'on a envie de transmettre, là tout cool et on n'a pas forcément besoin de prospecter à fond, de faire des mails de prospection de masse, etc. Yes. Ouais. Comment tu t'es rendu compte donc en fait le cheminement c'est que tu as lancé le podcast sur le yoga, je vais y arriver, le yoga. Donc t'as lancé ce premier podcast sur cette thématique-là, t'as vu que ça avait apporté attiré la bonne audience, que derrière ça a généré du business pour toi parce que ça s'est converti en personnes qui ont pris ta formation yoga, c'est ça ?
Ah non, moi je fais pas de formation, je donne juste des cours de yoga. Ok. Et l'idée, c'était vraiment pas de convertir, c'était créer une communauté autour des profs de yoga et venir montrer que ben voilà, la pratique du yoga peut aider. Et donc, peu importe le prof avec qui vous allez pratiquer du yoga, vous pourrez vous faire du bien et chaque pratique, chaque enseignement est différent. Et donc, du coup, bah, c'est pour ça que je voulais vraiment mettre en avant tous les profs de yoga. Ok, ok, ok. Euh, Donc il y avait pas de notion de convertir derrière. Ce que tu as pressenti, c'est que ce que tu as constaté, en tout cas, c'est que ça avait attiré les bonnes personnes et il y avait une écoute, quoi. Que tu une avais un certain, synergie. voilà, exactement. Donc tu t'es dit, C'est de ça. façon un peu naturelle, je vais faire la même chose pour mon activité pro, c'est ça? Ouais, sauf Ouais. qu'au départ, j'étais pas lancée, enfin, j'étais salariée, donc du coup, j'interviewais des entrepreneurs, parce que ça me plaisait, en fait, d'interviewer d'autres entrepreneurs qui étaient pas Hmm. forcément que dans le monde du yoga, mais dans des domaines qui me plaisaient, type, le bien-être, qui avaient peut-être, des expériences, d'entrepreneurs, bah, comme tu le dis, des entrepreneurs qui étaient pas forcément connus, mais qui avaient fait des super choses et qui avaient des business qui fonctionnaient très bien Hmm. et aussi mettre en avant que ces business-là, bah, ils avaient rencontré des contraintes, qu'ils avaient eu des galères, qu'ils avaient connu des challenges et que c'était pas tout rose, tout beau tout le temps, que être Ouais. entrepreneur, c'était aussi des montagnes russes et que bah, j'avais vraiment envie de mettre en avant, pas comme ce qu'on entend tout le temps partout, waouh, je génère 1 million de chiffre d'affaires, c'est super, Ouais. etc. En J'avais six vraiment jours. envie de montrer comment, voilà, j'avais envie de montrer comment on pouvait être entrepreneur, ne pas être forcément très connu, mais pourtant être épanoui dans sa vie et Ouais. générer un chiffre d'affaires qui était bien pour nous, voilà, et que notre activité soit prospère, mais à Ouais. notre sens à nous, pas forcément aux yeux du monde entier, quoi. Hmm, hmm. J'ai généré 500K en un email. Tu la connais celle-là? Oui, J'adore quand ils font des trucs comme ça. Mais euh, quand même, je vois un petit peu. On va dans le bon sens par rapport à ça, je dirais, parce que c'est vrai qu'il y a eu un moment donné où les gens mettaient ce genre de titre et derrière dans le contenu faisait vraiment croire que c'était genre ça se jouait vraiment sur cet unique email. Maintenant, les gens sont quand même plus transparent et aussi parce que l'audience est plus éduquée et l'audience lui dit tout bonnement arrête de nous raconter des conneries. C'est comme cette semaine, juste hier ou avant-hier, je scrollais rapidement LinkedIn avant de prendre mon train euh, et, euh, et je vois toi nom de Walaxy qui met une publication sur LinkedIn en disant il a généré 200 rendez-vous avec juste ce message. Et c'était un truc du genre bonjour, ça va. Un truc très simple, mais genre porté sur l'autre. Et le message qu'il voulait faire passer, c'était en gros, si vous faites un message qui est orienté sur les gens et pas sur nous, pas sur notre propre personne, vous pouvez générer 200 rendez-vous. Et moi, j'ai pas pu m'empêcher de mettre un commentaire en disant mais arrête de simplifier ça à un message. Et lui-même le sait, tu vois. Lui-même le sait, il le sait très bien. Et il simplifie et il est biaisé parce que son outil est un outil de cadence de message LinkedIn. Donc forcément, il va te dire ça se joue au message, ça peut changer ta vie à un message près. Mais en vrai, c'est plus compliqué que ça. Et je pense que c'est important de pas trop simplifier. C'est ok, il faut avoir un titre accrocheur. Ok, il faut essayer de voilà d'être un peu shiny. On comprend, tu vois. Il y a tellement de contenu, il y a tellement de gens. Par exemple, là aujourd'hui sur ce live, il y a très probablement d'autres lives en même temps ou d'autres activités possibles. Donc essayer d'alpaguer les gens et attirer leur attention ici, ça fait partie du jeu. Mais par contre, derrière, arrêtez de simplifier, quoi. Je dis ça aux marketeurs, aux infopreneurs, aux entrepreneurs, à voilà, tout ce monde qui crée du contenu. Arrêtez de trop simplifier, parce que, ça décrédibilise. Parce que, voilà, à vouloir trop simplifier, derrière, bon, bah, on se demande si en fait, la personne est vraiment crédible pour parler de ce sujet-là. Et deux, parce que c'est pas la vérité. Et comme tu dis, il y a des échecs, il y a des répétitions, des itérations.
Il y a il y a une complexité, il faut se le dire, surtout en marketing B2B, il y a une complexité de fou. S'il y avait une formule magique et qu'il fallait juste l'appliquer, ça ferait longtemps qu'on aurait 45, 50, 100 scale-up, licorne, si vous voulez, en France. Et c'est pas le cas. Pourtant, il y a eu des milliards d'injectés et c'est pas du tout le cas. Hein. Donc, voilà, petit mot sur le fait que oui, il faut le fameux A de Aïda pour l'attention. Mais non, arrêtez de faire du contenu un peu putaclic pour envoyer du rêve à l'audience et leur faire croire que demain, en 2 jours, ils pourront générer... C'était un petit peu aussi le travers du dropshipping. Il y a eu pas mal de travers, un peu du growth hacking aussi, j'ai vu ça aussi. À vouloir trop... aller chercher la conversion et le CA, on s'y perd et je pense que c'est pas sain. Pour revenir du naturel en fait dans les sujets, il n'y a pas que l'aspect financier et on peut réussir sans forcément. Alors, l'aspect financier a longtemps été aussi un sujet tabou, donc c'est bien qu'on en parle. Moi, je trouve que c'est bien. Mais par contre, expliquer le pourquoi on est arrivé là, comme tu dis, la genèse, c'est pas seulement que grâce à un message, c'est parce qu'on a construit une communauté en amont, c'est parce qu'on a envoyé le bon message, parce qu'on a fait du storytelling et que du coup, on a vraiment parlé d'une histoire, on a raconté une histoire autour de ce qu'on avait envie de transmettre qui a généré au fur et à mesure du temps ce qu'on est aujourd'hui. Et je vois des entreprises qui réussissent hyper bien parce qu'elles ont travaillé dur en amont, qu'elles ont réussi à automatiser certaines choses qui aujourd'hui leur permettent de générer le chiffre d'affaires qu'elles ont. Mais c'est pas que l'entreprise n'est pas référée que par rapport à leur chiffre d'affaires. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui confondent chiffre d'affaires et bénéfices aussi. Donc c'est pas du tout, et la même chose, pardon, je te coupe, et la même chose entre rendez-vous et business, quoi. Tu peux générer 200 rendez-vous et faire 0 business, quoi. Et tu peux en générer 10 et en faire 6, tu vois, et avoir 6 clients derrière. Donc, pareil, pas confondre CA et revenus, et pas confondre rendez-vous et clients, quoi. Donc, très, très bonne remarque. Et pourquoi on en est venu là? C'est par rapport à ta phrase où t'as dit, j'ai vu que les gens ne voulaient pas un podcast marketing classique, entre guillemets. Comment t'as tiré cette leçon? Comment tu l'as vue? Parce que du coup, au regard des statistiques, je me suis rendu compte que quand on faisait un épisode juste pour expliquer, par exemple, qu'est-ce qu'une newsletter et comment générer une newsletter, comment créer votre newsletter, ça avait moins d'impact que quand on mettait un exemple à l'appui, une expérience d'un entrepreneur ou de quelqu'un qui avait créé, par exemple, quelqu'un qui avait créé une boîte pour créer des emails, je dis n'importe quoi, hein, ça n'a pas été le cas, mais en tout cas, qu'on mettait pas derrière une histoire en fait à ce qu'on racontait. Et du coup, moi, en tout cas, je savais que ce qui me plaisait, c'était d'écouter des histoires et pas juste d'écouter quelque chose pas en tuto. En tout cas, en format podcast, j'aime bien me former, mais j'ai besoin d'être stimulée et d'être stimulée différemment que quand je suis une vidéo de formation. Et donc, du coup, c'est aussi parce que j'aime ça, j'aime le contact humain et j'aime transmettre avec quelque chose d'humain et avec quelqu'un avec moi. Il y a beaucoup de fois où des entrepreneurs, quand ils ont partagé, parce que dans les épisodes, j'ai toujours à la fin une question: quels sont tes conseils pour des entrepreneurs qui auraient des freins, qui auraient des peurs et qui auraient envie de se lancer? Et ben, il y a beaucoup de fois où on a le conseil bien s'entourer qui est revenu. Et c'est en ça que je me suis dit, il faut que dans le podcast, on ressente ça aussi, qu'on est dans une... et c'est ce que ma prof de yoga, ma formatrice disait souvent, on est dans une safe place où on se sent vraiment entouré, ancré, encadré et en sécurité. Et donc, du coup, c'est là que la genèse vient et qu'on peut créer de belles choses, quoi. Yes, je t'écoute, désolé Alexandre. je dois perturber l'audience. Yes. Je vois que ça lag un petit peu, j'espère que côté audience ça le fait. Je vois tout à fait. Donc, en fait, ce que tu as vu dans les statistiques, c'est que quand tu mettais un exemple vraiment concret, là, ça prenait plus, c'est ça, hein?
Que quand il y avait vraiment une histoire derrière, oui, avec quelqu'un qui l'expliquait ou que moi je l'expliquais, ça marchait plus que quand c'était juste un tuto, quoi. Enfin, un format Hmm, tuto un peu. Voilà. yes, ça marche. Ok, et donc du coup la suite après, en grosso modo quand tu as lancé ce podcast, qu'est-ce que tu avais mis concrètement comme moyen? Est-ce que tu étais toute seule? Est-ce que tu t'étais fait aider? Quel outil tu utilisais? Quelle audience tu avais de façon hebdomadaire ou mensuelle? Et qu'est-ce que ça a donné derrière comme résultat? Donc un peu le comment et quels en sont les fruits derrière. Du coup, quand j'ai lancé le podcast, j'étais toute seule. J'avais pas spécialement de formation. Je me suis servi de moi, mes formations en marketing, en communication, pour le lancer. Et j'ai pris des conseils sur Internet, j'ai regardé des tutos, etc. Donc, il y avait plein de logiciels qui étaient conseillés. Et ce qui était important à savoir, c'est qu'en fait, pour créer un podcast, soit il fallait coder quelque chose pour générer un flux RSS soi-même, pour que le flux RSS soit déposé, enfin soit diffusé sur les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcast, etc. Ce que je ne savais pas faire, clairement. Soit il fallait passer par un hébergeur type Ocha, Anchor, Spreaker, etc., qui lui allait générer, une fois qu'on aurait déposé notre fichier en format MP3 ou Wave, etc., allait déposer notre épisode sur toutes les plateformes d'écoute une fois que les plateformes auraient validé notre podcast. Sauf que du coup, ces hébergeurs-là, ils sont payants. En fonction du nombre d'épisodes que tu veux mettre, de la diffusion, des options que tu souhaites, si tu veux des statistiques poussées ou non. Ça peut aller de 0 à peut-être 120 euros par mois d'abonnement, selon les options que tu veux. Du coup, au départ, j'étais partie sur un hébergeur où il y avait une option gratuite, sauf que l'option gratuite, elle allait jusqu'à 5 heures de diffusion. Et sauf que comme mes épisodes, ils faisaient 45 minutes à 1 heure, au bout de 5 épisodes, on est obligé de passer à la version payante. Ce qui n'est pas très grave en soi. Mais du coup, après, sur les plateformes, tu peux monétiser soit automatiquement, soit en faisant appel. Alors à ce moment-là, au tout début, quand j'ai créé mon podcast, tout ce qui était régie publicitaire pour les podcasts, c'était beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui. Et donc la qualité de la publicité de podcast, elle était pas au top, quoi. Donc c'était de la publicité Hmm. automatique. Et à chaque fois qu'une personne écoutait en fait cette publicité qui était diffusée, ça te faisait un nombre d'écoutes et puis ça générait potentiellement du revenu. Mais c'est minime, hein. Quand il y a une écoute, il n'y a peut-être même pas un dixième de centime qui est reversé. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'écoutes pour rentabiliser à minima ton abonnement. Mais moi, je le faisais clairement pas pour ça parce que c'était vraiment une passion au départ et que je m'étais dit, euh, j'investis pour moi monter en compétences, pour partager des choses qui me plaisent. Et puis, si l'audience suit, c'est très bien. Et peut-être qu'il y aura des moments où elle suivra moins. Et effectivement, le monde du podcast s'est développé de plus en plus. Et après, moi, j'ai eu envie de changer un petit peu ce podcast et une fois que j'ai créé ma boîte, de vraiment le revoir complètement, de joindre les deux podcasts ensemble, comme j'ai dit, enfin voilà, de faire quelque chose qui me ressemblait plus et qui ressemblait plus à l'identité de marque que j'avais envie de renvoyer. Et c'est là qu'on arrive au sujet de comment créer un écosystème autour de sa marque. C'était se dire le podcast va participer à cet écosystème autour de l'agence que je vais créer, qui est pour l'instant pas connue, mais comme les podcasts sont déjà écoutés, venir les convertir au niveau de ma marque pour venir dire voilà, c'est le podcast de la marque aujourd'hui, mais c'est toujours les mêmes contenus qu'avant et on vient apporter de la valeur ajoutée aux personnes. Et donc, ça apporte de la crédibilité, ça apporte une image de marque pour ceux qui écoutaient déjà le podcast, pour ceux qui vont découvrir aussi le podcast, ils vont découvrir aussi la marque en parallèle. Et puis, ça m'a apporté aussi de la légitimité à proposer, par exemple, des formations sur le podcast, à proposer des formations sur la communication à des écoles, à des professionnels, à être référencé sur du CPF en passant par des organismes référencés par le Calliope. Enfin voilà, plein de choses qui en ont découlé et qui aujourd'hui font que
Au départ, j'étais pas forcément formée et je l'ai lancé vraiment pour le plaisir. Et aujourd'hui, je viens donner des formations pour aider des gens qui ont envie de développer leur podcast. Et il y a une place pour tout le monde. Il faut juste trouver sa niche, trouver son accroche, son approche, et pas effectivement ce qu'on disait avant, dire je vais lancer un podcast juste sur le marketing sans apporter sa propre touche. Je pense à beaucoup de podcasts qui fonctionnent très très bien comme Marketing Square avec Caroline Mignot. Elle apporte vraiment sa touche et elle aussi, elle a décidé de faire des épisodes sur en interviewant des experts dans leur domaine qui ne sont pas forcément connus et qu'elle rencontre via LinkedIn parce qu'elle est très connue sur LinkedIn, par exemple. Et donc, voilà, moi, je trouve que c'est ça qui apporte une crédibilité au podcast, c'est de trouver sa touche, son approche pour développer son podcast. Ok, trop cool. Donc aujourd'hui, ça t'a ramené du business en te permettant de lancer des formations, en donnant des cours. Ouais. Est-ce que ça me diversifier, en fait. Ouais. Est-ce que ces écoles-là ou ces universités t'ont contacté, ou c'est toi qui allais les voir en disant voilà, moi je suis crédible sur le sujet, j'ai un podcast, etc. Je peux vous proposer cette formation. Comment ça s'est goupillé? Peut-être que les gens vont trouver ça intéressant de voir comment ça se... Ouais. Okay. C'est un peu des deux, kiff. Moi, j'ai recontacté mes anciennes écoles dans lesquelles moi j'avais fait mes formations pour proposer des formations au départ. Après, c'est beaucoup le bouche à oreille, mes contacts, mon réseau qui s'est rendu compte que j'avais lancé un podcast, qui, de par mes communications sur LinkedIn, etc., a vu que j'avais lancé ma boîte. Et donc, peut-être que j'ai réussi à avoir des contrats comme ça parce que un tel connaissait un tel qui... En fait, j'ai pas fait de statistiques directes sur comment on m'avait trouvé, mais ce que je sais, c'est que mon réseau que j'avais construit vraiment depuis le début de mes études, puisque j'avais fait toutes mes études en alternance, m'a vraiment servi à apporter une crédibilité à ce que j'apportais, que ce soit quand on m'a contacté de vive voix, en direct, ou quand moi j'ai contacté les personnes, ils allaient directement voir mon profil LinkedIn, mes expériences, peut-être mes contacts qu'ils avaient en commun, etc. Et donc du coup, ça a apporté une crédibilité. Ouais, bah écoute, cas d'école, je dirais, parce que voilà, une fois qu'on commence à créer son écosystème média, comme je le disais en intro, qu'on soit étudiant, qu'on soit freelance, salarié, entrepreneur, en fait, il y a plein d'effets cumulés positifs. Et ces effets cumulés positifs, c'est du réseau. Du réseau, ça vous permet de rencontrer beaucoup de personnes dans votre secteur que vous n'auriez pas pu rencontrer potentiellement autrement. C'est du business. C'est, comme tu disais, améliorer l'autorité, améliorer sa crédibilité sur le marché. Donc quand vous êtes en recherche d'un poste, ou quand voilà, vous êtes étudiant et que demain vous serez en recherche d'un poste, tout ça c'est des choses qui jouent en votre faveur. Moi je le vois beaucoup. Alors pour une entreprise, ça doit être une activité principale. Son marketing doit être mené comme un média. Faut vraiment se dire voilà, il faut que je gère comme un média mon marketing. Le contenu doit être un contenu du moment, expert sur mon sujet d'expertise. Je dois avoir un minimum de friction. Ça doit être aligné avec la façon dont aujourd'hui mes prospects consomment l'information. Donc c'est potentiellement via des podcasts, c'est potentiellement sur les réseaux sociaux, c'est potentiellement YouTube, c'est potentiellement voilà, tout dépend votre niche, mais l'idée étant que vous devez vous aligner, vous calquer à la façon dont eux aujourd'hui consomment l'information. Mais pour les salariés ou pour les étudiants, autre que du coup toutes les autres formes autres que un marketeur ou un entrepreneur, je le vois comme un side project qui a une puissance incroyable sur la trajectoire de votre carrière professionnelle. Vraiment, si je devais revenir je sais pas 5-10 ans en arrière,
le premier conseil que j'aurais que j'aurais aimé avoir, c'est vraiment créer ton média. Et vraiment, ça peut être là aujourd'hui avec Alexandre, c'est le podcast, mais moi par exemple moi c'est plutôt les lives, mon fer de lance, on va dire. Les podcasts sont plutôt la version replay, la version storée, la version sauvegardée de ces lives. Donc ça peut être les lives, ça peut être YouTube, ça peut être tout bonnement un compte Instagram, et il faut pas s'arrêter je pense que beaucoup s'arrêtent sur les chiffres, sur le nombre. Oh, j'ai eu que 2 likes. Oh, j'ai eu que 300 vues. Oh, j'ai eu que... voilà. Sur le démarrage, effectivement, quand vous démarrez maintenant, c'est plus dur qu'il y a 3, 4, 5 ans. Mais les personnes qui vont démarrer dans 3 ans, se diront j'aurais bien aimé démarrer maintenant. Donc finalement, ça n'est que une vue relative. Bien évidemment, voilà. Il faut commencer au plus tôt, c'est ça l'idée. Maintenant, on en est là. Vous avez peut-être pas commencé maintenant, c'est pas grave. Ça prendra peut-être un peu plus de temps pour trouver l'attraction, mais c'est possible. Moi, j'ai eu un exemple tout récemment d'un compte Insta qui a explosé chez un ami. C'est pas un client, c'est plutôt un ami que je conseille en side. Et mon premier réflexe en tant que marketeur, ça aurait été de penser Insta, c'est saturé, c'est dur de créer une vraie traction aujourd'hui sur Instagram. Bah non, pas quand c'est votre focus, pas quand vous faites un contenu que personne d'autre ne fait, pas quand vous comprenez comment les gens interagissent dessus. C'est vraiment ça la vérité. La vérité, c'est qu'en vrai, quand vous prenez le temps et que vous comprenez les codes du canal et que vous donnez de la valeur, ça va prendre. C'est là pour le coup, la formule, elle est vraie tout le temps. Après, c'est une question de quelle intensité vous mettez et quelle audience vous allez cibler et combien de temps ça va mettre. Mais c'est juste une question de temps. C'est pas une question de est-ce que ça va prendre. C'est si vraiment vous avez un contenu qui sort du lot, derrière il y a des résultats et même des résultats insoupçonnés. Je pense pas que Alexandre, avant de commencer le podcast, avait imaginé tous les bénéfices potentiels d'un podcast. Elle l'a fait de façon super organique, super intuitive. Derrière, aujourd'hui, elle se rend compte que ça apporte cela. Donc c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer avec ce live, c'est n'attendez pas, ne restez pas bloqué avec les chiffres, et dans tous les cas, ce n'est pas une perte de temps. Même à titre perso, tu me diras, Alexandre, si ça t'a fait ça aussi, mais le fait de devoir synthétiser du contenu, le fait de devoir vulgariser ce contenu, ça aide vachement. Moi, j'avais pas en tête encore ce bénéfice-là, mais ça aide vachement aussi à mieux intégrer notre connaissance, tu vois, à mieux intégrer ce qu'on sait. Et ça pointe là où on pensait savoir, où on pensait comprendre, mais en fait pas tant que ça. Et donc du coup, ça nous pousse à revoir cette base-là, à revoir ce point-là et dire ok, qu'est-ce que j'ai pas compris. Le fait de devoir vulgariser pour les autres, en fait, ça vous aide aussi énormément vous à vous améliorer dans votre expertise, dans votre connaissance. Ça vous aide énormément sur votre copywriting, sur votre aisance à l'oral. Toutes ces compétences, en fait, que ce soit sur un podcast, un compte Insta, etc., vous êtes en train de développer des vraies compétences. Et moi, j'ai beaucoup plus appris. De toute façon, moi, de base, j'ai pas un background en marketing. Moi, j'ai fait des études en finance, donc j'ai appris tout le marketing sur le tas. Mais tout ce que j'ai appris, je l'ai appris en faisant. Et pas en écoutant uniquement des lives ou en écoutant des podcasts, etc. C'est faire est super important. Et justement, ça me donne envie de te poser une question, Alexandre, qui est peut-être déjà un peu biaisée dans la question. C'est est-ce que tu as vraiment appris le marketing à l'école et est-ce que tu dirais que ce que tu as appris dans le fait de le faire est une compétence et une connaissance qui est d'une autre dimension par rapport à ce que tu as appris à l'école, quoi.
Alors, j'ai beaucoup de choses à répondre par rapport à tout ce que tu as dit. Donc je vais répondre déjà à ta question. Je vais pas dire que j'ai pas appris à l'école parce que sinon ce serait me biaiser moi-même maintenant que je donne des cours. Mais ce que j'ai appris en tout cas, ce que j'ai J'adore. appris en tout cas, ce qui est important, et ce que je dis aux élèves aussi tout le temps, et ce que je me suis rendu compte trop tard, c'est que j'ai bien fait de garder contact avec mes formateurs qui, pour moi, avaient un intérêt, pas forcément à l'instant T, mais qui m'ont peut-être servi plus tard. Il y a beaucoup de cours qui m'ont beaucoup intéressée, beaucoup de cours qui m'ont pas du tout intéressée, mais j'ai gardé contact avec mes formateurs qui, je pensais, pouvaient m'apporter quelque chose dans la durée et qui, enfin voilà, j'ai créé mon réseau dès le début de mes études parce que j'ai été bien accompagnée, parce que j'ai eu du super tuteur qui m'ont conseillé de le faire, etc. Et j'ai eu la chance d'être super bien formée parce que j'ai fait de l'alternance et que mes expériences professionnelles ont démarré comme ça. Mais aujourd'hui, si j'ai réussi à me lancer et si j'ai réussi à ma première année d'entrepreneuriat à ce qu'elle se passe comme elle se passe aujourd'hui, et donc c'est-à-dire, enfin moi j'en suis très satisfaite. C'est en grande partie parce que j'ai gardé ces contacts-là avec ces formateurs, que au moment où je me suis lancée, ben je les ai recontactés et Fabien, s'il nous écoute, en gros merci à lui, notamment parce que quand j'ai voulu me lancer, je me posais beaucoup de questions et je me suis tournée vers eux et je leur ai dit, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce que tu me vois là-dedans? J'avais beaucoup de doutes, de questionnements. Je ne savais pas si ça allait fonctionner. On parle beaucoup de syndrome de l'imposteur. Bah, clairement, le syndrome de l'imposteur, il ne s'en va pas. Hein. Il est toujours présent, peut-être un peu moins à certaines périodes, et il revient et en flèche quand il y a certains moments, certaines saisons aussi. Et en fait, ces formateurs-là ont pu m'aider en me disant, Alexane, j'ai besoin de toi sur un projet avec un client, tu as cette expertise, je ne l'ai pas. Et donc, du coup, c'est comme ça que tout s'est construit petit à petit. Donc, s'il y a un conseil qui est vraiment à donner aujourd'hui, et tu en as déjà parlé, on en a parlé au début, c'est créer votre réseau dès le départ. Et vous verrez, même si vous pensez qu'il y a une personne avec qui vous n'avez pas forcément d'attache maintenant à l'instant T, si vous la recontactez peut-être dans 5 ans, dans 2 ans, parce que vous avez besoin de son expertise ou de son avis pour telle chose, elle sera, elle, touchée que vous fassiez appel à elle. Et puis après, ça peut créer une vraie amitié. Aujourd'hui, je peux parler d'amitié avec ces personnes-là. Et c'est des personnes sur qui je peux compter. C'est des personnes sur qui ils peuvent compter aussi sur moi. C'est un vrai échange en fait, et c'est ça qui compte aujourd'hui. Après, ce sur quoi je voulais rebondir aussi par rapport à ce que tu disais sur l'écosystème, tu parlais de notion de le créer maintenant et que ça viendra pas tout de suite. Il y a un chiffre qui me vient en tête que j'ai entendu il y a pas longtemps sur les podcasts notamment. En fait, apparemment, il faudrait 4 ans pour percer au niveau des podcasts. Donc, c'est pas en créant votre podcast tout de suite que vous allez percer forcément tout de suite. Il y en a qui arrivent à percer dès la première année, il y a pas de problème. Mais apparemment, en moyenne, c'est 4 ans pour percer au niveau du podcast. Donc, je suppose que sur tous les autres réseaux sociaux, tous les autres écosystèmes, les chaînes, etc., il faut s'accrocher aussi. C'est pas parce que vous avez il faut pas compter que le nombre d'abonnés. Il faut vraiment voir derrière ce qu'il y a. On parle d'audience aussi, d'audience qui est pas active, qui est, j'ai plus le mot en tête, mais c'est pas transparente. C'est un grand pourcentage de cette audience qui doit être de l'ordre de 80%, qui est une audience en fait qui est pas du tout active, Passive. qui vous suit peut-être. Ouais, voilà, passive, qui vous suit peut-être et qui n'est pas du tout active. Et pourtant, c'est cette audience-là qui, un jour, va se dire, non mais attends, ce contenu-là, il m'a fait tilt, je vais la contacter parce que j'ai besoin de ses conseils, j'ai besoin de faire une séance de coaching ou j'ai besoin qu'elle m'accompagne sur ma communication ou toute autre chose par rapport à votre secteur d'activité. Donc, c'est la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir par rapport à ce que tu as dit. Et tu as dit tellement de choses que je sais plus ce que je voulais dire. Désolé. Je pars souvent en monologue et après je me dis mais est-ce que les gens sont toujours là? Est-ce que les gens sont toujours là? Est-ce qu'il y a toujours un live? Écoute, effectivement le pouvoir du réseau
et le fait d'avoir conscience que ça prend un certain temps. Après, je mettrai une nuance. Ça veut pas dire qu'il vous faut 4 ans pour avoir Non. de premiers résultats. Hein. En gros, je pense que cette stat est plutôt pas mal dans le sens pour dire une vraie traction, on peut l'avoir au bout de quelques années. Mais bien évidemment, il y a des signaux faibles qui montrent que vous allez dans le bon sens. Un nombre d'écoutes ou de vues ou d'abonnés qui augmente petit à petit, des commentaires plutôt positifs sur ce que vous faites, des questions, ce qui montre un intérêt pour ce que vous faites, et des DM, des messages privés où on vous demande un rendez-vous pour échanger avec vous sur tel ou tel sujet. Donc ça, c'est des choses que moi je vis, qu'Alexane vit, et on n'a pas attendu 4 ans pour que ces choses se passent. Et merci à toi Gérard qui nous a laissé un message. Merci à toi d'assister à ce live. Je sais qu'il y a vous êtes beaucoup sollicités, hein, on l'est tous, et je sais qu'on a tous pas mal de trucs à faire, donc le fait que vous soyez là à nous écouter nous fait beaucoup plaisir. Merci à toi. Est-ce qu'on a fait le tour sur ce que tu voulais dire, Alexane? Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais ajouter qu'on n'avait pas couvert? Qu'on n'a pas couvert? Par rapport au podcast, non, a priori. On a beaucoup évoqué cette notion de vraiment partager avec authenticité, faire du storytelling, etc. Je pense que c'est vraiment une des clés quand on s'exprime soit au nom d'une marque, quand on est une entreprise, soit quand on est entrepreneur, etc. C'est parfois quelque chose qui est très difficile. Moi, je le vois avec mes clients aujourd'hui. Ils ont du mal à s'exprimer, par exemple, devant une caméra. Ils ont du mal à se lancer sur des petits trucs type, aujourd'hui, on a lancé le premier réel pour une de mes clientes et elle avait peur. En fait, elle avait pas du tout envie au départ parce que ça lui ressemblait pas, parce qu'elle avait pas envie d'animer l'algorithme d'Instagram. Et ça, je le comprends énormément. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout envie d'utiliser les algorithmes parce que ils ont l'impression d'être happés par ce que les algorithmes leur demandent de faire tout le temps, du type publier tout le temps, interagir, se montrer, etc., utiliser toutes les options qu'ils proposent, etc. Et ça, pour le coup, c'est vrai que ça peut être très chronophage et très anxiogène aussi, surtout quand on voit l'envers du décor derrière. Moi qui suis pas mal animée par cette question d'environnement, de planète, etc. Ça peut être parfois un peu contradictoire et on n'a pas forcément envie. Et en fait, la petite histoire pour cette cliente, c'est qu'en fait, elle est coach, mais elle a dû se faire coacher par sa coach à elle pour se rassurer et se sentir bien. Et donc, avec le fait de partager ce contenu-là, et finalement, elle a réussi à s'amuser parce je lui ai donné des idées, je lui ai expliqué comment faire, etc. Je lui ai dit, tu pourrais faire comme ci, comme ça, mais surtout, amuse-toi, parce que si toi, tu transmets pas quelque chose qui te plaît au travers des contenus que tu partages, ta communauté le ressentira et eux, ils te suivent pour ton authenticité. Et c'est vraiment ça, en fait, je pense, qui est important, c'est de se rappeler pourquoi on le fait, pourquoi on est là, pourquoi on l'a fait au départ. Alors bien sûr, ça peut évoluer, hein, le pourquoi on l'a fait et pourquoi on est encore là aujourd'hui, ça évolue. Mais par contre, il y a toujours cette petite genèse qui nous anime. Si ça vous anime plus, ça sert à rien de continuer, en fait. Voilà. Yes, ça me donne envie de rebondir en disant que aujourd'hui l'information est une commodité. Merci Julie d'être là. J'en profite pour tant que j'ai la parole pour te dire merci. L'information aujourd'hui est une commodité, quel que soit le sujet d'expertise, et encore plus en marketing, j'ai presque envie de dire, parce que le marketing est très couvert, beaucoup trop peut-être, et il y a tout et son contraire qui est couvert. Justement, il y a beaucoup de bruit du coup maintenant sur ce sujet-là, et donc l'information est une commodité. Et donc quand on est dans une dynamique de prestation de services intellectuels, autrement dit du consulting, on a l'impression que quand on va donner tout le contenu, tout son savoir, via des publications organiques sur LinkedIn, via des podcasts, via des lives, etc.,
bah, on a l'impression que du coup, bah, quand le client est là, on n'a plus trop grand-chose à lui raconter en plus. En tout cas, moi, une objection que j'ai déjà entendue du style, bah, je vais pas le donner gratuitement, un. Et deux, bah, si c'est mon client, qu'est-ce que je vais lui dire de plus s'il a déjà tout entendu. Donc ça, c'est quelque chose qui est une pensée de l'ancien monde. Je vais le dire comme ça. Parce que votre valeur, elle est pas dans... Bien évidemment, elle est dans le... On va dire ça dans la compétence technique, dans le hard skills, mais elle est surtout, et je dirais, je trouve que c'est surtout vrai en France, elle est dans le soft skills. Parce que comme tu dis, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à juste écrire, prendre la parole par écrit sur LinkedIn. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas le faire. Alors, les podcasts, je ne t'en parle pas. Et les lives, ou dirons-nous la vidéo et les lives, je ne t'en parle pas non plus. Donc, souvent, la valeur qu'on sous-estime en tant que coach, en tant que formateur, en tant que consultant, c'est cette compétence soft skills, cette réassurance qu'on apporte à ses clients. Bien évidemment, vous êtes là pour que la personne set up la campagne de la bonne façon, qu'elle utilise les bons outils, qu'elle ait un contenu qui soit pertinent, qui résonne avec son audience. Il y a une vraie facette, de hard skills, et c'est pas parce que la personne l'a compris qu'elle sait le faire. Donc il y a un delta aussi. C'est pas parce qu'elle l'a entendu qu'elle sait l'appliquer exactement. Donc là, il y a une vraie valeur, mais il y a aussi cette valeur sur le soft skills de confiance en soi, de compétences à l'oral, compétences à l'écrit, de faire ressortir le meilleur chez son client, parce que je trouve qu'on est tellement trop dur avec soi-même. Donc c'est ça aussi qu'il faut essayer de faire ressortir dans son média. C'est pas juste ces trucs très technico, très pratico-pratiques, très orientés sur le sujet d'expertise. C'est aussi d'expliquer, d'être transparent, de montrer aussi que bah, c'est aussi challenging pour nous. Moi, c'est challenging pour moi de faire un live. Beaucoup de personnes me disent, oui, Fatih, t'as l'air très à l'aise, etc. Ouais, mais ça m'empêche pas d'avoir un coup de pression avant que je lance le live. Ça m'empêche pas que quand je publie sur LinkedIn, je me dis pas, ah yes, et si on pensait ça de moi. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même du doute, il y a quand même, comme tu disais, du syndrome de l'imposteur. Et je pense que c'est important de le dire, de pas sous-estimer la valeur qu'on donne à ses clients quand on les accompagne sur ces sujets-là, même si on leur donne énormément de façon gratuite sur le fond. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est hyper important de se rappeler que ben, si eux, ils ont fait appel à nous, c'est pas pour rien, c'est qu'ils en avaient besoin, même s'ils ont tout le contenu gratuit à côté et qu'ils pourraient le faire par eux-mêmes, ils ont peut-être besoin de le déléguer, ils ont peut-être besoin de s'y former, ils ont aimé votre approche s'ils se sont tournés vers vous. Et si vous êtes encore à l'étape de recherche de vos clients, vous allez, enfin j'aime bien cette citation, vous allez attirer ce que vous vibrez et ça fait sens avec vos énergies en fait. Enfin, je travaille beaucoup sur ça, donc j'aime bien en parler. Mais il va y avoir des moments où vous vous sentirez peut-être moins bien de partager quelque chose parce que vous vous sentirez pas au top de votre forme. Vous forcez pas à le faire si vous vous sentez pas bien en fait. Enfin, parce que ça va traduire quelque chose que vous n'avez pas envie d'amener aux autres. Par contre, si vous avez envie de transmettre, que vous avez une crainte, on s'ouvre de plus en plus maintenant à cette notion de vulnérabilité ou moi aussi j'ai eu besoin aujourd'hui de ralentir parce que voilà je me sentais fatiguée ou autre. Depuis le confinement, enfin les confinements, il y a vraiment beaucoup de changements dans toute cette communication. En fait, l'approche, elle est différente. Les gens, ils cherchent autre chose. Ils cherchent pas seulement à acheter pour acheter, comme on était avant une société vraiment de consommation. Ils ont besoin de connaître la personne à qui ils achètent, la marque, de savoir les valeurs, de savoir ce qu'elle transmet. Ils achètent plus juste pour se dire ah bah c'est bon, je l'ai chez moi. Ils achètent vraiment un produit auquel ils croient, et donc quand vous allez communiquer aussi, c'est la même chose. Quand vous allez communiquer, il faut que vous croyez en vous et en votre produit. Alors je dis pas que c'est facile, hein, la confiance en soi c'est quelque chose qui s'acquiert dans un chemin de vie, mais
Mais en tout cas, voilà, s'écouter au jour le jour, s'entourer des bonnes personnes et puis la magie opérera. Yes, yes, yes. Et du coup, ça me fait penser aussi à un travers parce que on s'ouvre, on est plus transparent, on montre ses vulnérabilités, etc. Donc ça c'est plutôt cool quand ça reste authentique et pas instrumentalisé. Je dis ça parce Ouais, que c'était une discussion que j'ai eue dans un groupe de marketeurs dans lequel je suis, où je disais que j'en avais marre. De plus en plus, j'avais de plus en plus de mal à scroller sur LinkedIn, à être sur LinkedIn, parce que la qualité des publications est de plus en plus détériorée, de plus en plus faible. Il y a beaucoup de personnes qui storytellent des histoires qui instrumentalisent et qui nous racontent des choses parce qu'ils ont compris que justement il y avait un vecteur émotion, un vecteur humain qui marchait dans ces publications-là. Et du coup, il y a plus d'expertise, il y a un peu un espèce de mouvement racontemalife.com qui moi m'énerve. J'ai aucun problème et au contraire j'incite quel que soit encore une fois le statut, freelance, salarié, entrepreneur, créateur de contenu, etc., à, à exprimer, à partager ses émotions et ses hauts comme ses bas. Mais par contre, pas publier tous les jours sur ce fil. Moi, par exemple, il y a une personne que j'ai en tête parce que c'est vraiment ce qu'elle fait. Je crois que c'est un consultant en gestion de patrimoine, quelque chose comme ça. Et donc, et ce consultant, ce conseiller en gestion de patrimoine raconte tous les jours une histoire de son enfance, un drame qui s'est passé dans sa vie. Il y a très probablement des choses qui sont très vraies, mais je suis pas fan que ce soit le seul angle qui est utilisé sur LinkedIn. Un post par semaine, un post tous les X temps, et le reste c'est un contenu plus expert, plus professionnel, dirons-nous. Ok, ça je trouve que ce mix est top, mais par contre écrire que sur ça, être dans un mode raconte ma life et un peu, en plus il y a un petit côté j'essaye d'amadouer un petit peu d'avoir une position de victime, un peu à essayer d'attendrir les cœurs vers moi de mon audience. Je suis pas fan. Instrumentalisé, attention. Je dirais, je suis sûr que la plupart ne sont pas concernés par ce conseil-là. Mais je le dis parce qu'il est important pour moi et je l'ai lâché aussi dans le groupe. Je leur ai dit, voilà, LinkedIn, j'ai de plus en plus de mal. Si c'est pour que ce soit un Facebook like et que derrière il n'y ait plus de valeur, je pense que du coup, c'est dommage et que LinkedIn. On en revient aussi à Hmm, à cette notion d'équilibre vie pro, vie perso, tu vois, hmm, de savoir ce que toi, tu as envie de partager ou pas, et quelle est ta limite de ce que tu as envie de partager. Moi, par exemple, j'ai un chien, sur Instagram, je mets des petites stories de mon chien de temps en temps parce que c'est un peu la mascotte, etc. Mais ouais. je vais pas aller raconter quand je vais au ciné si ça n'a rien à voir avec ma boîte. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Je vais pas aller raconter si je m'engueule avec un membre de ma famille. Enfin, ça n'a rien à voir avec ma boîte. Le Hmm, matin, je sais que je fais ma petite promenade avec le chien. C'est quelque chose, c'est entrer dans la routine avant de se mettre à travailler. Donc, c'est sympa à partager. Mais je vais pas aller raconter toute ma vie. Et c'est à vous de trouver la limite que vous avez dans vos partages de contenu, selon vos activités, selon ce que vous avez envie de transmettre. Donc, c'est OK de le partager tout le temps si vous avez envie. Mais par contre, chaque réseau a son utilité. Par exemple, LinkedIn, à l'origine, comme tu dis, c'était un réseau pour les professionnels. C'est Instagram plutôt pour tout ce qui est voilà, lifestyle, etc. Donc, il y avait un peu plus de trucs perso finalement. Mais c'est vrai que LinkedIn, ça devient finalement le Instagram du monde professionnel de plus en plus. Donc, ouais. voilà, à utiliser avec parcimonie, effectivement, quand on exprime ses émotions. Euh, et, et voilà.
ça marche maintenant, mais est-ce que ça va marcher toujours dans 3 mois? Enfin, voilà. Donc, on verra. On sera là de toute façon pour le voir, Fatih. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, oui. Essayer de varier entre contenu très professionnel qui apporte vraiment une valeur, enfin, tuto, etc. Et contenu émotion, entre guillemets, juste pour attirer. Et voilà, c'est Mm, mm, passer. mm. Bah, je pense que YouTube ou Instagram ou Facebook sont des lieux où ça s'y prête le mieux. C'est Lena Situation, c'est clairement ce qu'elle a fait, quoi. C'était raconter sa life. Alors, moi perso, j'ai pas regardé ce qu'elle fait, mais apparemment, elle l'a fait de la très bonne façon parce que ça a bien pris. Mais il y a des lieux pour ça et de toute façon, bien évidemment que LinkedIn que le contenu perso a sa place sur LinkedIn, mais ce que j'aime moins, c'est le côté instrumentalisé de la chose. Si c'est quelque chose de spontané, d'authentique, et on sait que c'est un contenu qui potentiellement va avoir une meilleure emprise, fine, c'est cool. Mais de là à tout le temps écrire sur ça et essayer de trouver des histoires à chaque fois pour essayer de jouer sur ce fil-là, là, je suis moins fan. Je pense qu'on va terminer sur ce point-là. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Alexandre, si des personnes ont des questions pour toi, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Bah, elles peuvent me retrouver sur LinkedIn, du coup, Alexandre Renaud, avec un T et pas de L. Sur Instagram aussi, Common the Moon, donc c'est the.moon, le compte. Et puis, bah voilà, il y a mon site internet. Enfin, je réponds vraiment en message privé sur LinkedIn. Vous pouvez m'ajouter, ce sera le plus simple, je pense, canal pour poser vos questions, etc. Trop cool. Merci Alexandre pour cet échange. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à vous. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify, mais c'est aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Nous avons hâte de vous retrouver.